Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a 111 ans, le 30 novembre 1900, s'éteignait Oscar Wilde dans un petit hôtel de la rue des Beaux-Arts à Paris. Franck Ferrand est depuis 5 ans le président du Cercle Oscar Wilde, créé en 1972. Il ne pouvait donc laisser passer cette occasion. Bonjour Franck. Bonjour à tous. À la minute même où je vous parle, au cimetière du Père-Lachaise, a lieu une cérémonie commémorative sur la tombe d'Oscar Wilde, un monument rénové, désormais protégé. L'événement réunit l'ambassadeur d'Irlande, le ministre de la Culture d'Irlande, plusieurs personnalités, ainsi que le comédien Rupert Everett et le propre petit-fils d'Oscar Wilde, Merlin Holland. Il ne sera pas dit qu'un des anniversaires de cette mort si cruelle, si prématurée, passera inaperçu. Et vous-même, il y a quelques mois, vous aviez organisé avec l'ambassade d'Irlande une journée spéciale, le Wilde Day, avec un moment de recueillement sur la tombe de l'écrivain. Oui, et avec un très beau discours prononcé par un biographe d'Oscar, Daniel Salvatore Schiffer, et je lui ai demandé d'être des nôtres cet après-midi. Ainsi, plutôt que de parler une fois de plus du procès et de la chute d'Oscar Wilde, eh bien nous allons évoquer son rayonnement à travers la notion suprême, la notion souveraine de dandysme. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Londres, fin de siècle, la capitale de l'Empire britannique dans les années 1890. Un seul nom à l'époque court sur toutes les lèvres, celui de l'auteur à la mode, du roi du paradoxe, esthète et volontiers provocateur, Oscar Wilde. Cet Irlandais à la mode d'Oxford n'a pas 40 ans, qu'importe, son nouveau roman, Le portrait de Dorian Gray, s'arrache dans les librairies au point de devenir l'emblème d'une génération. Et au-delà du roman, au-delà des pièces à succès qui vont faire les beaux jours de la scène londonienne et qui continueront de triompher dans les siècles suivants, il y a l'homme, pour ne pas dire le phénomène Wilde. Au lieu de chercher à cacher l'homme derrière son œuvre, il fallait montrer l'homme d'abord admirable, explique André Gide à l'appui de la démarche wildienne de mise en avant de l'ego, si vous voulez. Tout mon génie est dans ma vie, avait confié Oscar à son ami français. Dans mon œuvre, je n'ai mis que mon talent. Il dira par ailleurs à Ernest Reynaud, ce n'est pas tellement à composer des poèmes que je fais tenir mes ambitions. Je veux faire de ma vie une œuvre d'art. Je connais le prix d'un beau verre, mais aussi d'une rose, d'un vin de cru, d'une cravate assortie et d'un mets délicat. Suivons-le, ce dandy absolu, à travers les coulisses et les voies de traverse de la plus rigide, de la plus hypocrite des sociétés de l'Occident moderne, à travers cette fascinante cité de Londres en son crépuscule victorien. Vous les voyez, ces salons drapés de rideaux de tussor, d'herbiers fanés, de vestiges archéologiques rapportés des quatre coins de l'Empire. Vous voyez ces jardins d'hiver à grandes potiches où des butlers imperturbables font passer à 17 heures sonnantes leur petit château de sandwich au concombre. Au temps de Wilde, ladies and gentlemen, on se promène en landau dans des parcs saturés de lilas et d'aubépines et l'on affiche pour la galerie un puritanisme d'autant plus strict qu'il est censé masquer dans le privé les comportements les plus déviants, et ce dans tous les registres. Je vous l'ai dit, le véritable roi de cette Londres brillante et glauque à la fois, l'arbitre des élégances et de l'esprit, le moraliste adulé, l'amuseur de ces dames et le rival de ces messieurs, l'auteur à la mode qui en 1895 va se permettre de compter 3 pièces à l'affiche dans les 3 plus grands théâtres de la ville, une femme sans importance, un mari idéal et de l'importance d'être constant, cet homme au pinacle s'appelle Oscar Wilde. C'est un gros monsieur, très doux d'apparence, mais au verbe piquant, qui a donc près de 40 ans, mais en paraît bien davantage, car la nature, il faut le dire, ne l'a pas trop gâté, ce qui le pousse à compenser certaines disgrâces par la plus voyante sophistication. Ce Wilde n'est pas vraiment anglais du reste, il est irlandais. Il n'est pas noble, mais bourgeois. Il n'est pas riche, mais endetté. Et malgré tout ça, il réussit à s'imposer comme une sorte de gourou à la richissime aristocratie anglaise. Alors, d'où vient-il ?
Bien, son père, William Wilde, était un médecin oculiste très réputé. Il a soigné non seulement la reine en personne et Napoléon III et Maximilien du Mexique, mais le roi de Suède, Oscar II, qui a bien voulu être le parrain du deuxième fils de William. Et donc c'est l'origine de ce prénom inattendu à Londres, de ce prénom d'Oscar. C'était le nom du roi de Suède en fait. Le problème de ce père brillant, c'est qu'il était plus ou moins obsédé sexuel. Du reste, il a été traduit en justice en 1864. À l'époque, Oscar a 10 ans, c'est l'âge sensible. Traduit en justice par une jeune patiente dont il avait abusé pendant son anesthésie, figurez-vous. C'est la force de caractère de sa femme qui, dans cette circonstance, comme dans pas mal d'autres, lui a permis de surmonter l'adversité. Une maîtresse femme, la mère d'Oscar. Le problème de cette mère, surnommée Speranza, c'est son tempérament emporté. Elle était militante dans le jeune parti irlandais indépendantiste, une femme extraordinaire, certes, douée d'une intelligence, d'une personnalité, d'une ambition hors du commun, mais une figure maternelle très, peut-être trop affirmée, qui aurait préféré une fille à la naissance d'Oscar et qui donc l'a élevée comme telle jusqu'à l'âge de 6, même jusqu'à l'âge de 7 ans. Toute sa vie. Oscar restera dans sa tête ce jeune garçon ambigu, transformé par sa mère en petite idole hindoue, une idole qui pour autant devait se rendre compte assez vite qu'elle n'était pas un Apollon. Oscar feindra de s'en amuser en disant « On devrait soit être une œuvre d'art, soit en porter une », porter au sens de mûrir, de façonner. Il va donc falloir compenser le physique par le mental, les déficiences du corps par l'assurance de l'esprit. Tout jeune, Oscar manifeste des dons de conteur. C'est un conteur merveilleux. Voici un exemple qu'il a bien voulu transcrire plus tard, des contes qu'il imaginait sans effort pour la plus grande joie de ses condisciples. Il y avait un jour un homme que dans son village on aimait parce qu'il racontait des histoires. Tous les matins, il quittait le bourg et quand le soir il rentrait, tous les travailleurs du village, après avoir peiné le jour durant, s'assemblaient autour de lui et disaient « Allons, raconte, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui ?» Il racontait « J'ai vu dans la forêt un faune qui jouait de la flûte et faisait danser une bande de petits sylvains. »« Oh, raconte encore, qu'est-ce que tu as vu d'autre ?» demandaient les hommes. « Quand je suis arrivé au bord de la mer, j'ai vu 3 sirènes au bord des vagues et qui peignaient avec un peigne d'or leurs cheveux verts. » Oh ! Un matin, le conteur quitta comme tous les matins son village. Mais quand il arriva sur le bord de la mer, voici qu'il aperçut 3 sirènes au bord des vagues, et qui peignaient avec un peigne d'or leurs cheveux verts. Et comme il continuait sa promenade, il vit, arrivant près d'un bois, un faune qui jouait de la flûte pour une ronde de sylvains. Ce soir-là, raconte Oscar Wilde, quand il rentra dans son village et qu'on lui demanda, comme les autres soirs, « Alors, raconte, qu'est-ce que tu as vu ?» Il répondit simplement « Je n'ai rien vu ». Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, jusqu'à 14h, Franck Ferrand rend hommage à Oscar Wilde. On paraît qu'on ne m'a pas entendu vous dire bonjour Fatima. Alors bonjour Fatima. Bonjour Franck. En 1871, Oscar intègre le Trinity College de Dublin, où il est plus que marqué par la personnalité d'un vieil érudit, le révérend John Mahaffy, qui va lui transmettre tout à la fois l'amour de la Grèce antique et la passion des questions nobiliaires. Par la suite, il va entrer au Magdalen College de l'université d'Oxford, là on est en 74, il a donc 20 ans, et c'est là qu'il acquiert définitivement la réputation d'un causeur éblouissant. Il suit les cours de Ruskin et devient vite un obsédé de la recherche du beau, un partisan de l'art pour l'art. Comprenez bien ça. Pour Wilde, l'art n'est pas un simple reflet du monde, c'est un moyen d'échapper à la laideur du monde. La véritable école de l'art n'est pas la vie, mais l'art, écrira-t-il. On est vraiment dans une notion de l'art pour l'art. Ajoutez à cette conviction une intelligence d'exception, un esprit fou, une élégance, un sens de l'autopromotion exceptionnel, et vous comprendrez comment Oscar Wilde s'impose au tournant des années 1880 comme le chef de file de ces esthètes qui, dans le sillage des pré-raphaélites, va imposer une certaine vision, une vision qui est à la fois un peu artificielle, mais surtout ultra raffinée du monde. Il disait « Nous sommes tous dans le caniveau,
faux, mais certains d'entre nous regardent. Un extrait du prélude sur un air irlandais de Reynaldo Hahn. Vous avouerez que ça tombe bien. Il faut imaginer Wilde en tournée de conférence aux États-Unis. Il se rend jusque sur la côte ouest dans des contrées assez mal dégrossies. Il se présente devant un public de cow-boys en gilet mauve et escarpins vernis, un tournesol à la main pour vanter les mérites de l'impressionnisme avec ses ciels verts et ses ombres rouges. On prétend que certains jeunes Yankees auraient volontiers dégainé le revolver, mais pour le moment, le dandy se moque et se joue de toutes les choses-trappes. À la douane américaine, au moment où on lui demande s'il a quelque chose à déclarer, il répond « Rien à déclarer en dehors de mon génie ». C'est le genre de réaction qui fait penser à un autre grand excentrique, vous savez, Salvador Dali. S'aimer soi-même, disait Oscar Wilde, c'est se lancer dans une belle histoire d'amour qui durera toute la vie. Cependant, ce serait une grave erreur et même un contresens que de prendre les aphorismes de Wilde à la lettre et de le croire en l'occurrence dépourvu d'intérêt pour autrui. C'est très faux. Oscar est la gentillesse même et la générosité et la galanterie fait homme. Du reste, les jeunes femmes raffolent de sa douceur et il le leur rend bien. La preuve, c'est qu'il se marie au printemps 1884 avec une très charmante jeune personne, Constance Mary Lloyd, qui va lui donner 2 beaux enfants dans les années qui suivent. Cyril, qui naît en 1885, et puis Viviane en 1886. Est-ce que c'est un ménage heureux ? Bon, en tout cas, sûrement pas malheureux. Le fondement qui convient le mieux au mariage, disait-il, c'est un malentendu mutuel. Ne nous laissons pas prendre aux apparences trop soignées néanmoins de ce jeune ménage. Disons-le tout net, ce mariage est loin de combler Oscar et pour cause, il y a longtemps que des penchants secrets l'attirent vers les garçons. On l'entend de plus en plus souvent disserter de ce que l'on appelait à l'époque l'uranisme. Disserter, ce n'est pas forcément pratiquer. D'ailleurs, je ne crois pas que ceux qui font ces choses en éprouvent moitié autant de plaisir que nous à en parler, disait-il. En vérité, Oscar Wilde, quoique marié, père de famille, se sent magnétisé par les éphèbes chez lesquels il cherche sans doute le reflet de l'idéal grec que lui avait transmis son professeur de Cambridge, mais c'est en 1886 qu'il fait la rencontre de Robert Ross, qui est un étudiant qui vit chez lui et qui va sans doute l'attirer sur ce que lui-même vivra comme la mauvaise pente. Le véritable éphèbe dangereux à tout prendre, ce n'est pas Robert Ross, qui restera toujours fidèle à Wilde, c'est le brillant Lord Alfred Douglas, présenté à Oscar en 1891 et que ses amis surnomment Bosie, ce qui veut dire beau gosse. Dès le premier soir, il apparaît à Oscar Wilde comme la chance de sa vie. Eh bien, en vérité, tout au contraire, il en sera la malédiction. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et le 30 novembre 1900 s'éteignait Oscar Wilde. À cette occasion, Franck Ferrand revient sur son incroyable existence. Il y a 2 tragédies dans la vie, écrivait Wilde. L'une est de ne pas satisfaire son désir, l'autre est de le satisfaire. Alors je n'ai pas l'intention de revenir aujourd'hui sur la passion d'Oscar Wilde pour son jeune lord, ni sur les conséquences extrêmement funestes qu'elle a pu avoir. Nous en avons déjà parlé ici, ou chez d'autres animateurs d'Europe 1 d'ailleurs, à plusieurs reprises. Ce que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui plutôt, c'est l'éclat en ce début des années 1890 du dandy béni des dieux. Imaginez quand même ce que c'est que Oscar Wilde à la fin de ce 19e siècle à Londres. Il vient de publier le portrait de Dorian Gray, il s'apprête à donner au théâtre l'éventail de Lady Windermere, très grand succès que viendra confirmer en 93 celui d'une femme sans importance. La gloire, on peut même parler de triomphe littéraire certes, mais aussi et surtout mondain. Triomphe à la fois social et artistique, l'apogée, en somme, va venir en 1895, lorsque 2 grandes scènes londoniennes vont donner simultanément ces 2 phares du théâtre fin de siècle que sont l'importance d'être constant et un mari idéal. Feu d'artifice, d'esprit et de bons mots, véritable festival de paradoxes, d'inversions, de glissements de sens, de coups de théâtre. On ne parle plus que d'Oscar Wilde à Londres, bien sûr, mais aussi ailleurs. À Paris, à Berlin, au Caire, à Delhi. Les messieurs élégants se mettent à porter comme lui l'œillet vert à la boutonnière et les dames à la mode s'amusent à nouer leur lavalière à la Oscar, disait-on. On peut dire qu'avec Oscar Wilde, c'est l'immortel Brummel qui en prend un coup et qui se trouve en partie détrôné. Partout, on se redit ces aphorismes. Alors, vous savez que c'est ce qui reste évidemment aujourd'hui d'Oscar Wilde. Ce sont ces bons mots. C'est très dommage de réduire le personnage à ça, mais enfin tout de même, c'est tellement plaisant. Un cynique, disait-il, c'est un homme qui connaît le prix de tout et la valeur de rien. Il est monstrueux de s'apercevoir que les gens disent dans notre dos des choses absolument vraies.
N'importe qui peut sympathiser avec les souffrances d'un ami. Sympathiser avec ses succès exige une nature déjà plus délicate, écrivait-il. Non seulement l'œuvre, mais la vie de Wilde va osciller sans cesse, nous dit Pascal Haquienne, entre le vide et le plein, entre l'accomplissement et l'anéantissement, l'éclat de l'or et le gouffre des ténèbres. Pascal Haquienne, qui a notamment signé l'introduction de l'œuvre d'Oscar Wilde dans la Pléiade et qui a reçu un prix spécial lors du Wilde Day dont vous nous parliez tout à l'heure, Fatima. Pascal Haquienne a essayé de mettre en avant justement cette espèce de constant balancement chez Wilde entre, c'est pas entre ombre et lumière, hein, c'est véritablement entre un bien et un mal transcendé. Nous allons y venir dans un instant en compagnie bien sûr de Daniel Salvatore Schiffer dans son beau livre sur le dandysme. Daniel Schiffer cite Robert Merle qui a été le vice-président du cercle Oscar Wilde, ce cercle qui avait donc été fondé par Maria Pia de Savoie et que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui. Je voudrais reprendre les citations de Robert Merle par Daniel Salvatore Schiffer. Le désir de vivre, la fatigue de vivre, la passion de connaître au-delà même de la morale et de sentir au-delà même des sens, cette volonté d'au-delà qui, parce que l'expérience humaine n'est pas infinie, se mue en volonté d'à rebours, sont les symptômes d'un mal fin de siècle qui, certes, n'est pas particulier à Wilde, mais ce mal, s'il ne l'inventa pas, trouva en lui sa plus fameuse victime et sa plus parfaite expression. Splendeur et misère du dandy, n'est-ce pas? Le regretté Robert Merle ajoutait « Cette prise de conscience est avant tout un cri de révolte, c'est-à-dire un cri d'orgueil. » C'est le sursaut d'un homme qui, trébuchant sur une puissante exigence sociale, reconnaît que son désir est crime aux yeux des hommes, mais n'y persévère pas moins opiniâtrement. On comprend, connaissant Wilde, combien cette attitude devait séduire son imagination. Elle était merveilleusement dramatique. Toujours Reynaldo Hahn et toujours cet esprit fin de siècle. Reynaldo Hahn, grand ami de Marcel Proust et qui incarne en France tout à fait lui aussi cet esprit dandy dont vous vous êtes fait, on peut le dire, Daniel Salvatore Schiffer, une sorte de spécialité. Lorsqu'on parle aujourd'hui de dandysme et de dandy, c'est généralement à vous qu'on s'adresse. Alors, s'il fallait, et je sais que c'est très difficile, j'ai essayé de le faire à plusieurs reprises, s'il fallait définir cette notion de dandysme, vous la définiriez plutôt par l'élégance, plutôt par la recherche, plutôt par la provocation ? Alors c'est une excellente question, bien sûr, mais à laquelle, comme vous l'avez dit, il est très difficile de répondre. Je dirais que le dandy, c'est une figure paradoxale. C'est un être du clair-obscur. Baudelaire donne du dandy, même s'il ne parle pas là du dandy explicitement, une très belle définition. Il la donne dans un texte peu connu qui s'intitule « Mon cœur mis à nu », qui fait partie de ses journaux intimes. Et Baudelaire appelle cela la double postulation simultanée. Je cite. Pour ceux qui nous prendraient en cours, nous sommes bien sur Europe 1, mais nous parlons du dandysme. C'est un peu compliqué. C'est très simple, en fait. Il dit il y a en tout homme à toute heure deux postulations simultanées. Une qui est une joie de monter en grade, qui est ce qu'il appelle l'invocation à Dieu ou la spiritualité. Ça, c'est le côté clair, panache, brillant du dandy. Lumineux. L'autre, dit Baudelaire, est une joie de descendre. C'est l'invocation à l'animalité ou à Satan. Alors, comme vous l'avez très bien dit, il y a cette double postulation constante chez les dandys, mais en particulier chez Wilde, cette double postulation simultanée dont parle Baudelaire. L'invocation à Dieu, la spiritualité, la beauté, et puis l'appel vers la débauche, en tout cas vers la décadence. Et c'est cet être du clair-obscur qui définit peut-être mieux le dandysme. La preuve, c'est qu'en général, tout en étant des êtres flamboyants, ils finissent en général mal, comme l'a dit Patrice Bollon. Quand on pense au dandy et au dandysme, évidemment, les figures qui viennent à l'esprit, c'est Brummel, ce fameux élégant britannique du début du 19e siècle, c'est Barbey d'Aurevilly qui lui succède, si l'on peut dire, du côté français, et puis ce seront des gens comme Robert
de Montesquieu qui orne la superbe couverture de votre album. Il s'appelle tout simplement Le dandysme, la création de soi. On a donc tendance à identifier ce phénomène avec un phénomène 19e. Ce qu'il faut dire, c'est que des dandys, il y en a eu dans tous les siècles, et quand on pense au XVIe siècle par exemple, ou même à certaines périodes du Moyen-Âge, on a déjà des dandys, et qu'il y en a encore aujourd'hui dans le nôtre. En quoi Oscar Wilde se distinguait-il de tous ? Et qu'est-ce qu'il nous a laissé de plus fort que d'autres dandys ? C'est ce que nous allons voir en votre compagnie dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Salomé, la danse des 7 voiles, composée par Richard Strauss sur Europe 1. Sur un livret, un argument qui est directement la pièce d'Oscar Wilde, une pièce écrite en français du reste. Et on se disait d'ailleurs pendant la publicité que Wilde lui-même s'inspirait de Huysmans dans cette affaire, qui lui-même avait été impressionné par un tableau de Gustave Moreau. Vous voyez, on est dans tout cet univers fin de siècle, assez décadentiste et en même temps assez lumineuse. Il y a du clair-obscur dans tout ça, évidemment. Daniel Salvatore Schiffer. Oui, et Oscar Wilde avait écrit cette pièce superbe, sa seule tragédie d'ailleurs, directement en français, comme vous l'avez dit, pour Sarah Bernhardt, qui ne l'a cependant jamais interprétée. Effectivement, en s'inspirant de Huysmans, Herbourg et donc de Gustave Moreau, la superbe tableau Salomé. Alors j'ai sous les yeux un certain nombre de vos ouvrages, c'est presque difficile de tous les citer. Philosophie du dandysme, Le dandysme, dernier éclat d'héroïsme aux presses universitaires de France, et puis cette biographie d'Oscar Wilde en format de poche, mais qui est néanmoins un inédit dans la collection Folio Biographie. Je dirais que c'est la biographie de référence sur Oscar Wilde aujourd'hui. Vous êtes en quelque sorte un philosophe de l'art, Daniel Salvatore Schiffer, et vous êtes aussi le biographe d'Oscar Wilde. Alors j'avais posé une question juste avant. Quelle est la particularité de Wilde au milieu de cette constellation de dandy ? En quoi est-ce qu'il est différent des autres ? Je pense que la chose la plus importante en ce qui concerne Wilde, c'est qu'il a théorisé le dandysme. C'était pas seulement un dandy dans sa façon d'être. Bien sûr, André Gide dit qu'il était une espèce de Bacchus et d'Apollon, qu'il avait le génie des grands hommes. Il reprenait la phrase de Thackeray, c'est-à-dire la célébrité. Non, Wilde a surtout théorisé le dandysme. Il a écrit peut-être les plus belles phrases et les plus belles pensées sur le dandysme. Il faut peut-être dire, notamment pour ceux qui arriveraient, d'où vient ce mot dandy ? Alors, ça remonte en fait à la fin du XVIIIe siècle. C'est une ballade écossaise, anonyme. Dans un petit village d'Écosse, il y avait un jeune homme qui était un coq du village, qu'on appelait Andrew. Et ce jeune coq du village était un peu efféminé, les gens se moquaient de lui. Et lorsqu'il était d'ailleurs une jeune fille, on disait qu'il se dandinait. En anglais, c'est to dandle. To dandle. Et Andrew, le prénom Andrew, le diminutif c'est Andy, comme Andy Warhol. Et donc, Andy se dandine, Andy is dandling, c'est devenu dandy. En fait, c'est la contraction, c'est un mot valise entre to dandle et Andy. Voilà, donc une étymologie complexe et en même temps qui exprime assez bien ce dont il est question. Voilà, donc c'était à la fin du XVIIIe siècle en Écosse, puis ça a traversé, non pas les frontières, mais les montagnes d'Écosse pour arriver en Angleterre, à Londres. Et là, bien sûr, la cour de Londres s'en est emparée, Lord Brummel, le prince de Galles, et puis ensuite, lorsque Brummel a été banni de Londres et qu'il a fini misérablement sa vie à Caen en Normandie, eh bien ça a contaminé en quelque sorte la France et en l'occurrence Paris. C'est pour cela que Londres et Paris sont les deux capitales historiques du dandysme. On peut établir une sorte de parallèle entre les destinées tristes dans les deux cas de Lord Brummel qui finit effectivement sur les côtes normandes en France et puis de Oscar Wilde qui après son procès, sa condamnation et la lourde peine qu'il a dû purger en Angleterre est venu finir ses jours bien malheureusement aussi
ici en France et en l'occurrence à Paris. C'était il y a 111 ans aujourd'hui, puisqu'il est mort le 30 novembre. Cette émission n'est pas là pour rien. Vous nous avez tellement éclairé sur les origines du dandysme que je ne résiste pas au plaisir de signaler votre conférence, Daniel Salvatore Schiffer, le dandysme, la création de soi. Ce sera à l'auditorium du musée Grand Curtius de Liège, donc à Liège. C'est vendredi, ce vendredi, là, le 2 décembre, à 18h. Donc pour nos amis liégeois, je sais qu'on est nombreux à nous écouter en Belgique, eh bien qu'ils se précipitent à cette conférence. La création de soi, c'est peut-être le secret ultime du dandysme. Exactement. Mais c'est le fameux aphorisme de Wilde, qui est l'aphorisme phare du dandysme selon moi. Il faut soit être une œuvre d'art, soit porter une œuvre d'art. Mais pour bien comprendre pourquoi Wilde dit cela, il faut se référer, je pense, à un philosophe qu'il n'a jamais connu, mais qui lui est complètement contemporain, qui est Friedrich Nietzsche. D'ailleurs, Wilde et Nietzsche meurent la même année, en 1900. Alors cette fameuse phrase de Friedrich Nietzsche, c'est « Dieu est mort dans le gai savoir » et dont ainsi parlait Zarathustra. Mais Dieu est mort, bien sûr, mais les hommes ne peuvent pas vivre sans absolu, sans ce sens de la transcendance auquel vous vous référiez dans votre introduction. Et donc, les hommes, vous remplacez l'idée de Dieu par un nouvel absolu, c'est-à-dire l'art avec un grand A. C'est la figure du philosophe artiste chez Nietzsche. Wilde va pousser plus loin cela. Donc si je vous suis, on remplace un absolu divin par un absolu d'art. C'est une mystique athée. Comme j'ai l'occasion souvent de le lire, c'est une mystique athée. C'est une religion sans Dieu. C'est le culte de la beauté, c'est l'art pour l'art. Oui, l'art avec un grand A remplace Dieu. Et Wilde va donc pousser la chose jusqu'à son processus final. Il va dire, faisons de notre vie une œuvre d'art. Et encore plus, ça c'est le dandy, faisons de notre personne une œuvre d'art vivante. C'est en cela que il y a effectivement un côté transcendant chez le dandy, cette recherche de la beauté, mais c'est aussi une beauté absolue, c'est un nouvel absolu, c'est une nouvelle transcendance. C'est pour cela que je parle de mystique athée. Et d'où cette recherche, cette quête constante de la beauté, sous toutes ses formes. En fait, le dandysme, c'est beaucoup plus profond qu'on ne croit. Il y a une véritable philosophie, une véritable métaphysique et même parfois une véritable théologie, fût-elle athée. Et le dandy, c'est bien sûr être à la mode. Mais à la limite, c'est la partie la moins intéressante. Il faut inverser les termes. C'est un mode d'être. C'est pas être à la mode, c'est un mode d'être, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie et c'est peut-être davantage encore une noblesse d'âme. C'est la qualité de la personne, dont la tenue vestimentaire, la mise, comme on dit, mais la gestuelle, la voix, tout est le reflet de cet esprit. Le corps est la manifestation de l'âme, le corps est la manifestation de l'esprit, de l'intelligence, dans ce cas-là de plus profond et de plus subtil. Ce rapprochement entre Wilde et Nietzsche était sans doute le grand moment. Merci de l'avoir fait. On peut noter du reste que les deux hommes sont morts à peu près à très peu de distance. Ils sont morts en 1900, oui. À quelques mois près. À l'extrême fin du 19e siècle. Exactement, en 1900. Et alors Wilde publie le portrait de Dorian Gray en 1890, 10 ans avant sa mort. Et Nietzsche publie sa grande œuvre, Depuis le gai savoir jusqu'à Ainsi parlait Zarathustra, où il annonce la mort de Dieu, entre les années 1885 et 1888. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et cette nonchalance dandine, c'est tel que rien n'a d'importance, c'est de l'élégance dandine. Et cette nonchalance dandine, c'est tel que rien n'a d'importance, c'est de l'élégance dandine. Et cette nonchalance dandine, c'est de l'élégance. Alain Souchon chante le dandy sur Europe 1 et Franck Ferrand, lui, jusqu'à 14h, nous parle du plus célèbre de tous, Oscar Wilde. Oscar Wilde. Et puisque nous sommes dans la précision, dans l'élégance, dans la finesse, un certain nombre de nos auditrices ont relevé des petites erreurs. Effectivement, j'ai dit 2 ou 3 fois que Oscar Wilde était étudiant à Oxford et à la fin, je suis laissé prendre, j'ai dit à Cambridge, donc c'est bien à Oxford, et c'était au Magdalen College qu'on prononce, me dit Anne, Magdalen College. Eh bien, lorsque j'aurai besoin de prononciation et de cours, Anne, je retiens vos coordonnées.
Daniel Salvatore Schiffer est avec nous. Il est chez Folio Biographie, le biographe d'Oscar Wilde, et il vient de publier un très beau livre chez François Bourin. C'est un grand album qui alors ferait un cadeau de Noël, je pense, tout à fait désigné. Ça s'appelle Le dandysme, la création de soi. Et vous êtes allé chercher dans toute cette fin du 19e siècle, essentiellement, pas seulement du reste, vous êtes allé chercher ce qu'on a produit de plus remarquable en matière de dandysme. Il y a là de très grands et somptueux portraits, il y a beaucoup de Whistler notamment bien sûr, mais aussi des objets, des tenues, des décors. C'est tout un monde, c'est toute une atmosphère évidemment que celle d'Oscar Wilde et de son temps. Bien sûr, alors je parle de quelques-uns des prédécesseurs du dandysme du 19e, notamment au 18e, des gens comme Casanova, Laclos, Diderot par certains côtés, mais aussi au 17e. Un plan très philosophique alors. Bien sûr, oui, mais aussi au 17e, les libertins, par exemple, sûr, Théophile de Viau, Cyrano de Bergerac. Comment les grands poètes baroques, oui. Oui, les grands poètes baroques, Gabriel Naudet, etc. Et puis, bien sûr, les 4 grands dandys historiques, Laure Brumel, Barbey de Revilly, Charles Baudelaire, Oscar Wilde, mais aussi les décadents. Et aujourd'hui, alors, voilà. Enfin, aujourd'hui, dans les temps plus récents, en tout cas. Alors, dans les temps plus récents, j'ai parlé, dans mon livre, je parle longuement de Paul Morand, par exemple, ou d'Henri de Monterland, de Jean Cocteau. Bien sûr, comment ne pas parler de Cocteau? Bah oui, grand dandy. Grand dandy. On parlera de Cocteau très bientôt d'ailleurs à cette antenne. Ah ben ça c'est très très bien. Et puis bien sûr, plus récemment, je pense que certaines figures du rock, toute proportion gardée, bien sûr. Toujours de Brian Ferry, par exemple. Oui, Brian Ferry, entre autres, mais pas seulement. Jim Morrison, le chanteur de l'os, d'ailleurs enterré au Père-Lachaise. Oui. La tombe de Morrison, pas très loin d'Oscar Wilde, et ce sont les deux tombes les plus fleuries, les plus desquelles on s'approche le plus. Il y a notamment des très beaux baisers, rouge à lèvres sur la tombe de Wilde et de Morrison. Je pense que c'est aussi cela le côté tragique du dandy. Ils finissent en général désargentés, ce sont des flambeurs dans tous les sens du mot. Michael Jackson, Amy Winehouse, dernièrement. Bien sûr, toute proportion gardée. Il ne s'agit pas de les confondre avec les grands dandys historiques dont on a dit quelques mots. Mais je pense que Yves Saint Laurent, à sa manière, était un dandy peint merveilleusement bien par Andy Warhol d'ailleurs, qui est aujourd'hui à Paris à la Fondation Saint Laurent, ce très beau tableau de Warhol d'Yves Saint Laurent. Lagerfeld, à sa manière, est un dandy dans la façon d'être. Est-ce qu'il y a des femmes dandy? Alors, il y a tout un chapitre dans mon livre qui s'appelle d'ailleurs Dandy Woman, qui commence avec George Sand. Eh oui. D'ailleurs, elle est avec Musset et Chopin. Musset lui-même dandy à sa manière. Et puis la liberté de George Sand. Elle met des chapeaux haute forme, elle met des pantalons, elle fume le cigare, elle provoque. Parce que le dandy, c'est aussi une figure rebelle. C'est aussi une figure marginale et souvent très incomprise. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Nietzsche disait que tout homme profond, y compris le dandy, a besoin d'un masque et se cache derrière le masque. Et l'habit, la mise du dandy, comme le maquillage chez la femme, est à la fois une façon de révéler la personne, mais aussi de la cacher. Il y a toujours cette ambiguïté, cette ambivalence. Révéler et cacher, mais aussi distinguer. Peut-être que si ce mouvement du dandysme s'épanouit tellement à partir du milieu du 19e siècle, c'est parce que c'est une époque où l'aristocratie est en fort recul aussi. Est-ce que le dandy n'est pas venu remplacer le noble, si je puis dire, dans les figures visibles de la société? Exactement. C'est une très belle analyse, d'ailleurs, que fait d'ailleurs Nathalie Heinrich dans son livre L'élite artiste. C'est exactement cela. C'est le chaînon manquant entre l'artiste, proprement dit, et l'aristocrate. Et d'ailleurs, Charles Baudelaire dit dans Le peintre de la vie moderne, le dandysme est le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences. Bien sûr, là, il y a la vision politique de Baudelaire. Et donc, pour répondre tout à fait à votre question, je parlais donc du dandysme féminin chez George Sand, mais aussi Coco Chanel. Bien sûr. Qui était une grande dandy, bien sûr, à sa manière aussi. Et puis Sarah Bernhardt, qui était très amie d'Oscar Wilde, pour laquelle il a écrit donc Salomé. Et puis, je pense que plus récemment, quelqu'un comme François Sagan avait quelque chose de dandy dans sa rébellion, dans son anticonformisme. Les dandys détestent les bourgeois, ils préfèrent les aristocrates ou les artistes ou les bohèmes d'ailleurs. Vous venez de nous prouver, Daniel Salvatore Schiffer, qu'on pouvait parler de dandy et de dandysme sans être futile, loin de là. Merci beaucoup. On retiendra que Wilde est selon vous le plus nietzschéen des écrivains et Nietzsche le plus wildien des philosophes. Je rappelle notamment dans une abondante bibliographie Le dandysme, la
création de soi. C'est aux éditions François Bourrin, c'est un très bel album. Et puis, je rappelle aussi que vous donnerez donc vendredi prochain à 18h, le 2 décembre à 18h, à Liège, à l'auditorium du musée Grand Curtius, donc une conférence qui s'appellera « Le dandysme, la création de soi ». Merci de nous avoir parlé d'Oscar, de son temps et surtout de sa philosophie. Et le mot n'est pas du tout galvaudé. Notre dandy d'Europe 1 est arrivé. Bonjour Elena Morna. Bonjour, alors je vous entendais parler de la profondeur et des masques des dandys. Eh bien aujourd'hui, nous allons faire notre bilan familial. Et à l'occasion de Noël, vous savez, pour certains c'est le bonheur, pour d'autres c'est l'angoisse. L'angoisse de retrouver cette sœur qui était si formidable depuis toujours et qui est toujours restée dans le cœur de nos parents. L'angoisse de retrouver cette belle sœur qui nous a piqué notre frère. Eh bien, on fait tomber les masques, on fait notre bilan familial pour que ça ne trébuche pas le jour de Noël. Allez, vous pouvez poser vos questions aux experts. 39 21, c'est 34 centimes d'euros la minute. Il y a un côté psychothérapie de groupe aujourd'hui chez vous. Bienvenue Franck. À demain, merci beaucoup Fatima.